76 millions de dollars. C'est le prix de la maison qu'une femme noire de 83 ans habitait au bord du lac de Zurich le matin où elle est morte, un mardi après-midi de mai 2023. Une propriété de plus de 24 pièces, un parc privé qui descend jusqu'à l'eau, une vue sur les Alpes suisses qui coupe le souffle aux invités, 2 étangs, des cygnes, un kiosque pour la méditation bouddhiste et un studio insonorisé où elle ne chantait plus depuis 15 ans. Cette femme s'appelait Tina Turner. Mais à la fin de sa vie, sur les papiers officiels suisses, elle s'appelait Frau Bach, Madame Bach, parce qu'en 2013, à 73 ans, elle avait fait 2 choses que personne n'avait osé faire avant elle dans l'histoire de la musique américaine. Elle avait épousé un Allemand de 16 ans, son cadet, Erwin Bach, son ancien producteur de chez EMI devenu son compagnon, son ami, son amour de toute une seconde vie, et elle était allée signer un document au consulat des États-Unis à Berne pour renoncer officiellement à sa nationalité américaine. Renoncer, tu m'entends, Micheline? La plus grande chanteuse de rock'n'roll américaine de tous les temps, qui avait vendu 180 millions de disques, qui avait rempli 12 fois le stade de Wembley à Londres, qui avait fait pleurer Mick Jagger à Live Aid en 1985, cette femme-là, à 73 ans, est allée signer un papier pour ne plus jamais être américaine. Et personne aux États-Unis n'a vraiment compris pourquoi. Pour comprendre, il faut remonter 40 ans en arrière. Il faut remonter à un soir de juillet 1976, un Dallas Statler Hilton, Texas, 22 heures du soir. Une femme noire de 36 ans descend d'une limousine dans la cour de l'hôtel. Elle n'a pas de bagages. Elle a une cape blanche Yves Saint-Laurent toute déchirée sur l'épaule, du sang séché qui coule de la lèvre supérieure, un œil violet qui se ferme déjà, 2 dents cassées qu'elle sent avec sa langue à l'arrière de sa bouche. Elle a une seule chose dans la main, une carte de crédit mobile pour l'essence, et 36 cents en pièces. Pas 36 dollars, 36 cents. Voilà ce qu'elle possède au monde. Cette femme qui depuis 16 ans est l'une des plus grandes performeuses scéniques des États-Unis. Elle traverse la rue, elle entre dans le hall du Ramada Inn d'en face, elle s'approche de la réception. Elle dit au gérant qu'elle s'appelle Tina Turner et qu'elle a besoin d'une chambre et qu'elle ne peut pas payer maintenant mais qu'elle paiera plus tard. Le gérant la regarde, il la reconnaît. Il avait vu le show de la revue Hick and Tina la veille au soir. Il lui donne une chambre au 4e étage sans demander un seul dollar et il lui promet de ne dire à personne, surtout pas à Hick, qu'elle est dans son hôtel. Tina monte au 4e. Elle ferme la porte à double tour, elle pousse la commode contre la porte, elle s'assied sur le lit, et elle pleure pendant 6 heures sans pouvoir s'arrêter, parce qu'enfin, après 16 années entières, Tina Turner vient de quitter Ike Turner pour de vrai. 16 ans. Tu m'entends, Micheline? 16 ans qu'elle vivait avec un homme qui la frappait au visage avec des cintres en bois, qui lui versait du café brûlant sur la poitrine, qui lui cassait les dents avec son poing serré juste avant qu'elle monte sur scène, qui la violait dans le tourbus quand elle disait non, qui couchait avec d'autres femmes dans la chambre d'à côté pendant qu'elle gardait les enfants, qui lui prenait tout son argent, son nom, son passeport, sa voiture, et qui menaçait de tuer ses fils si elle parlait. 16 ans. Et elle est repartie de tout ça avec 36 sens et un nom de scène qu'il lui avait donné le premier jour et qu'elle a gardé pour le faire saigner pendant les 40 années qui ont suivi. Voilà l'histoire que je vais te raconter ce soir. L'histoire d'une fille noire de Nutbush, Tennessee, qui s'appelait Anna May, qui est devenue Tina malgré elle, et qui a fini sa vie en Suisse, dans un château, au bord d'un lac, avec un mari allemand qui l'aimait pour de vrai, et qui lui a donné un de ses reins à 76 ans pour la garder un peu plus longtemps. Bon, ça va être long, je te préviens, alors installe-toi. Avant qu'on commence, je te dois 4 choses, 4 promesses. Retiens-les bien, j'y reviens au fur et à mesure. La première, c'est l'argent. Le divorce avec Hick en 1978, Tina lui a tout laissé. Tout. Les voitures, la maison de Los Angeles, les studios d'enregistrement Bolix Sound qu'elle avait payés avec ses chansons, les masters, les droits, l'argent en banque. Elle n'a gardé qu'une seule chose, son nom de scène, Tina Turner. Et le juge a regardé Hick et lui a demandé pourquoi il acceptait un accord aussi étrange. Et Hick a haussé les épaules et il a dit « Ce nom-là, il vaut rien sans moi de toute façon. 4 ans plus tard, ce nom-là valait 100 millions de dollars.
Et Ike est mort tout seul dans une chambre d'hôtel à San Marcos en Californie en 2007, le nez bouché de cocaïne, à 76 ans, dans un appartement loué à $900 par mois. Retiens cette histoire de divorce, elle explique tout. La deuxième chose, c'est le bouddhisme. Oui, le bouddhisme. Tu te demandes peu, être ce qu'une fille baptiste de Nutbush, élevée par sa grand-mère pasteur, fait avec un mantra japonais. En 1973, en pleine torture conjugale, une amie pianiste de la revue lui glisse un livre sur la Soka Gakkai, le bouddhisme de Nichiren. Tina commence à chanter dans la salle de bain à voix basse pour qu'Ike ne l'entende pas. Nam Myoho Renge Kyo, Nam Myoho Renge Kyo, encore et encore, accroupie devant les toilettes, parfois jusqu'à 2 heures du matin. Pendant 3 ans, elle a récité ce mantra en silence, et c'est lui, dit-elle dans toutes ses interviews, c'est lui qui lui a donné le courage de partir le 4 juillet 1976. Pas Jésus, pas la Bible, pas la grand-mère pasteur. Un mantra japonais récité dans la salle de bain. Retiens ce détail. La troisième, c'est Erwin Bach, un grand Allemand blond de Cologne avec des yeux gris, producteur de chez EMI Allemagne. Il l'attendait à l'aéroport de Düsseldorf un matin de février 1985 avec une pancarte Mademoiselle Tourneur. Tina, fraîchement divorcée, fraîchement remontée au sommet du monde avec Private Dancer, descend de l'avion. Elle a 45 ans. Lui, 29. Elle écrira plus tard dans ses mémoires une phrase devenue célèbre. Mes oreilles se sont mises à carillonner et c'était un véritable amour à première vue. Ils ne vont plus se quitter pendant 38 ans. Mais elle attendra l'année 2013 pour l'épouser. Pourquoi a-t-elle attendu 28 ans? Je te le raconterai. La réponse a un nom, et le nom c'est Ike. La quatrième, c'est le rein. En 2017, Tina avait 77 ans. Elle avait fait un AVC en 2013, juste après son mariage. Elle avait survécu d'un cancer de l'intestin en 2016. Et ses reins, qu'on avait bourrés pendant 50 ans de médicaments contre la tension, contre l'hypertension, contre l'anxiété, ses reins étaient en train de la lâcher. Elle pesait 49 kilos. Elle ne marchait plus seule. Elle avait commencé à étudier en cachette les méthodes pour mettre fin à ses jours en Suisse parce qu'elle ne voulait pas vivre sous dialyse. Et c'est là qu'Erwin lui a dit une phrase qu'elle a gardée comme un trésor jusqu'à sa mort. Erwin avait fait des tests à son insu. Erwin était compatible. Et Erwin, qui avait peur des aiguilles depuis l'enfance, qui n'avait jamais subi d'opération de sa vie, lui a donné un de ses reins, sa moitié à elle, dans un hôpital privé de Zurich, en avril 2017. Voilà ce qu'est l'amour, Micheline. Quand on connaît Ike avant, le contraste est si violent qu'on ne peut presque pas le croire. Retiens Erwin, retiens le rein. Voilà. L'argent, le bouddhisme, Erwin, le rein, on commence. Anna Mae Bullock, née le 26 novembre 1939 dans une cabane en bois sans eau courante, au milieu des champs de coton à Nutbush, comté de Haywood, Tennessee. Population du village à l'époque, environ 250 âmes. Aujourd'hui encore, Nutbush n'apparaît pas sur la plupart des cartes routières américaines. Le père Floyd Richard Bullock est métayer. Il travaille les champs pour un fermier blanc qui s'appelle Poindexter. Il est aussi diacre dans l'église baptiste de Spring Hill. La mère, Zelma Priscilla Curry, a du sang cherokee et du sang afro-américain, et elle a aussi du sang qu'on appelait à l'époque Navajo dans la région. 3 enfants au total, Evelyn l'aînée, Aline la deuxième, Anna Mae la dernière. Evelyn mourra à 10 à 8 ans dans un accident de voiture. Ce sera la première grande fissure de la famille. Anna Mae est la dernière. Elle n'était pas vraiment désirée. Sa mère le lui dira plus tard sans détour. Tu n'étais pas un bébé voulu. Voilà la première phrase qu'une petite fille entend. J'étais pas voulu. Et tu vois, Micheline, c'est une phrase qu'on n'oublie jamais quand on l'entend à 6 ans dans la cuisine d'une cabane de Nutbush. Le couple Bullock est violent. Floyd bat Zelma régulièrement, Zelma rend les coups quand elle peut. Les voisins entendent. Personne ne dit rien. C'est l'Amérique rurale ségrégée des années 1940. On ne s'occupe pas des affaires des Noirs entre eux. La petite Anna Mae assiste à tout. Elle se cache sous la table, elle attend que ça passe. Quand elle a 11 ans, sa mère Zelma part en pleine nuit sans laisser de mots. Elle prend un bus pour Saint-Louis dans le Missouri et elle laisse les 3 filles au père.
Anna-Mae attend sa mère pendant des semaines. Sa mère ne revient pas. 2 ans plus tard, le père lui aussi part avec une autre femme à Détroit dans le Michigan. Anna-Mae a 13 ans. Elle est ballottée entre sa grand-mère Georgiane Curie à Brownsville et différents membres de la famille. Elle ramasse le coton dans les champs après l'école pour gagner de quoi s'acheter du sucre. Elle chante au chœur de l'église baptiste. C'est sa seule joie. Elle a une voix qui sort déjà toute seule, profonde, rauque, qui couvre celle des autres. Le pasteur lui demande de monter en avant pendant les solos. À 16 ans, en 1956, sa mère Zelma fait revenir les filles à Saint-Louis. Anna-Mae prend le train avec sa sœur Aline. Saint-Louis, c'est une ville. Pour une petite paysanne de Nutbush, c'est presque New York. Le soir, sa sœur Aline, qui a 10 à 8 ans, l'emmène dans des clubs de blues sur East Saint-Louis, de l'autre côté du fleuve Mississippi. Elles ont des fausses cartes d'identité. Le club s'appelle le Manhattan Club. Et là, sur la scène, il y a un orchestre. Les Kings of Rhythm, dirigé par un type maigre, élégant, dents proéminentes, costume cintré, cheveux gominés, 25 ans. Il s'appelle Ike Turner. Il vient de Clarksdale, Mississippi. Il a déjà composé une chanson qui passe à la radio noire de tout le pays, Rocket 88, considéré par beaucoup d'historiens comme le premier vrai disque de rock'n'roll de l'histoire. Et Ike Turner, ce soir-là, c'est une star locale. Tout le monde le connaît à Saint-Louis. Anna-Mae le regarde, et elle décide qu'un jour, elle chantera dans son orchestre. Pendant des semaines, elle vient au Manhattan Club. Elle s'assied au premier rang. Elle attend le moment où Ike fait monter quelqu'un du public pour chanter. Elle attend, elle attend. Une nuit, sa sœur Aline réussit à attraper le micro pendant un solo. Elle le passe à Anna-Mae, sans qu'Ike ne s'y attende. Anna-Mae se lève, et elle se met à chanter une chanson de B. King, qui s'appelle « You know I love you ». Et là, dans la salle, les conversations s'arrêtent. Ike sur scène pose sa guitare. Il l'écoute avec la bouche ouverte. À la fin de la chanson, il descend, il vient vers elle et il lui dit 2 phrases. « Tu chantes à partir de ce soir avec mon orchestre. Tu vas habiter chez moi. » Anna-Mae a 10 à 7 ans. Elle dit oui à tout. Au début, ce n'est pas du tout une histoire d'amour. Anna-Mae habite dans la maison d'Ike avec sa femme officielle, Lauren Taylor, leurs 2 fils, et différentes maîtresses qu'Ike fait passer en cuisine. Anna-Mae chante le soir au Manhattan Club et dans les autres clubs de la région. Elle est la grande sœur des enfants. Le jour, elle va au lycée Sumner High School, elle obtient son diplôme. Le soir, elle chante. Ike paie sa coiffeuse, ses robes, son maquillage, et il commence à lui apprendre la scène, la voix, la respiration, le placement du micro, la façon de marcher en talons. Ike est un musicien immense, c'est un fait, et il est aussi un professeur cruel mais efficace. Il lui fait répéter 3 heures la même note, il lui fait recommencer une phrase 40 fois jusqu'à ce qu'elle pleure, mais elle progresse à une vitesse vertigineuse. En 1958, Anna-Mae a 18 ans. Elle a une brève liaison avec le saxophoniste de l'orchestre, un type doux qui s'appelle Raymond Hill. Elle tombe enceinte. Elle accouche d'un garçon, Craig Raymond Hill, en août 1958. Raymond ne reconnaîtra jamais l'enfant et partira avant la naissance. Anna-Mae se retrouve mère célibataire à 10 à 8 ans dans la maison d'Ike. Et là, Ike, qui n'avait jamais vraiment touché à Anna-Mae, change d'attitude. Il commence à dormir avec elle. Pas par amour, par possession. Anna-Mae devient sa femme officieuse, sa chanteuse, sa mère de remplacement pour ses propres enfants. En octobre 1960, elle a un 2e fils avec Ike directement, Ronald Rennell Turner, qu'on appellera Ronnie. Anna-Mae a 20 ans. Elle a 2 enfants en bas âge. Elle s'occupe aussi des 2 fils d'Ike d'un autre lit. 4 garçons à élever et elle chante tous les soirs. C'est cette même année 1960 qu'Ike compose une chanson, A Fool in Love. La chanteuse engagée, Art Lassiter, ne se présente pas à la séance d'enregistrement. Le studio est payé. Ike est furieux. Il dit à Anna-Mae, enregistre-la. On retrouvera Lassiter pour la chanter en concert. Anna-Mae enregistre. Ike l'écoute. Il décide de garder sa version. Il décide aussi à ce moment précis, sans la consulter, de lui changer son nom de scène.
À partir de maintenant, lui dit-il, tu t'appelles Tina. Tina Turner. Pourquoi Tina? Parce qu'Hackett avait été obsédé adolescent par une héroïne de bande dessinée jungle qui s'appelait Sheena Queen of the Jungle, et il voulait quelque chose qui rime avec Sheena. Voilà comment Anna May Bullock devient Tina Turner, sans signer de contrat, sans qu'on lui demande son avis. Et Ike fait déposer le nom Tina Turner comme marque commerciale à son nom à lui. Si elle le quitte, elle perd son nom de scène. C'est inscrit noir sur blanc dans les documents du label Sioux Records. Cette clause va peser pendant 16 ans comme une chaîne autour du cou. A Fool in Love sort à l'été 1960. La chanson est numéro 2 au classement R&B américain et numéro 27 au classement pop. C'est un succès énorme. Le label réclame une suite. Ike crée la Ike and Tina Turner Revue, une troupe de 12 personnes, 2 choristes filles qu'on appelle les Ikettes, un orchestre, lui et elle au centre, tournée non-stop. 300 concerts par an, petit club noir du sud d'abord, puis salle de 1000 places. Ike est un patron de fer. Il file des amendes aux musiciens qui jouent une fausse note. Il interdit aux Ikettes de fréquenter qui que ce soit hors de la troupe. Il distribue lui-même la cocaïne et les amphétamines pour tenir le rythme. Il se marie en 1962 à Tijuana, Mexique. Cérémonie dans une chapelle de fortune. Pas de bague, pas de témoins. Ike et Tina sortent du palais, vont voir un show de transsexuels à Tijuana le soir même et rentrent en voiture à Los Angeles. Tina racontera plus tard qu'elle ne voulait pas se marier, mais qu'elle n'a pas osé refuser. Ce soir-là, dans la chambre d'hôtel de Tijuana, Ike la frappe pour la première fois avec un cintre en bois. Pour quelle raison? Elle ne s'en souvient même plus. Peut être qu'elle avait dit qu'elle était fatiguée. Peut être qu'elle avait souri à un musicien. Voilà sa nuit de noces. Et à partir de cette nuit-là, Micheline, ça ne s'est plus jamais arrêté. Pendant 16 ans, tu peux essayer d'imaginer, mais tu ne peux pas. Personne ne peut. Tina racontera plus tard les détails dans son livre I. Tina paru en 1986. Le café brûlant versé sur le visage parce qu'elle l'avait préparé trop fort. Les coups de poing dans l'œil, dans le nez, dans la bouche, jusqu'à ce que les dents bougent. Les morceaux de cintre cassés sur le dos. Les chaussures à talons aiguilles utilisées comme matraque. Les cigarettes éteintes sur le bras. Le viol systématique. Ike couchait avec des Ikettes différentes chaque semaine. Quand Tina pleurait, il la frappait pour qu'elle arrête de pleurer. Quand Tina ne pleurait plus, il la frappait parce qu'elle n'avait pas l'air assez triste. Le cycle classique des hommes violents. Et Ike était plus violent que la moyenne parce qu'il prenait jusqu'à 1 gramme de cocaïne par jour à partir de 1968 et qu'il devenait paranoïaque, pensant que Tina avait des amants partout alors qu'elle n'avait littéralement le droit de parler à personne. Pourquoi elle n'est pas partie? La question, on me la pose à chaque fois. Et c'est la mauvaise question, Micheline. La bonne question, c'est comment elle a pu rester si longtemps? La réponse, elle a 4 couches. Couche numéro 1, l'argent. Tina n'avait jamais d'argent en poche. Ike contrôlait tout. Tous les chèques étaient à son nom. Il lui donnait 10 $ pour les courses et il vérifiait le ticket. Couche numéro 2, les enfants. 4 garçons. Ike avait dit à Tina que s'ils essayaient de partir avec eux, il les retrouverait et il les tuerait. Couche numéro 3, le nom. Tina Turner appartenait à Ike au sens juridique. Elle n'était personne sans ce nom. Elle ne pouvait pas chanter ailleurs sous un autre nom, personne ne l'aurait engagée. Couche numéro 4, la honte. Tina venait d'une culture noire ségrégée du Tennessee, où une femme battue, c'était une affaire privée, et où une femme qui partait, c'était une honte familiale. Sa propre mère Zelma, quand Tina lui a confié les violences, pour la première fois en 1968, lui a dit textuellement « Tu l'as épousée, tu vis avec ». Voilà la solidarité maternelle qu'elle avait. Pendant ces 16 années cependant, Tina enregistre des chansons qui entrent dans l'histoire. River Deep Mountain High en 1966, produit par Phil Spector, qui paie 25 000 $ à Ike pour qu'il ne mette pas les pieds dans le studio. Phil Spector veut Tina seule. Le résultat est un chef-d'œuvre absolu, considéré comme un des plus grands disques pop de tous les temps, qui floppera étrangement aux États-Unis et qui cartonnera en Europe. Proud Mary, en 1971, reprise du Creedence Clearwater Revival,
qui leur vaut un Grammy. Nutbush City Limits, en 1973, écrite par Tina elle-même sur son village natal du Tennessee. La revue tourne avec les Rolling Stones en 1969 et 1970. Mick Jagger reconnaîtra plus tard qu'il a appris ses mouvements de scène en regardant Tina, en l'imitant, et il le dira sans honte, parce que Tina sur scène, c'était un phénomène physique unique au monde. Mais à la maison, c'est l'enfer. Et il y a un détail que je veux te raconter, Micheline, parce qu'il dit tout. En 1968, à Dallas déjà, ironie de l'histoire, Ike emmène Tina chez un dentiste, parce qu'il lui avait cassé 2 dents la veille avec son poing en lui reprochant d'avoir mal exécuté un pas de danse pendant le concert. Le dentiste examine la bouche de Tina. Le dentiste, un homme blanc d'une 50aine d'années, regarde Ike, regarde Tina, et lui pose la question simple: « Comment vous êtes-vous fait ça, madame ?» Tina baisse les yeux. Ike répond à sa place. Elle est tombée dans l'escalier de l'hôtel. Le dentiste hoche la tête. Il sait, tout le monde sait, mais on ne dit rien. On répare les dents, on encaisse $300, on rentre à l'hôtel. Et le soir même, Tina remonte sur scène avec 2 dents neuves et chante Proud Mary devant 3000 personnes, en souriant comme si rien ne s'était passé. Voilà ce qu'était sa vie. Voilà ce que personne n'a vu. Voilà ce que personne n'a voulu voir. Une autre fois, à Saint-Louis, Ike lui a versé du café brûlant sur le visage parce qu'elle lui avait dit qu'elle avait mal à la tête et qu'elle voulait sauter une répétition. Elle a passé 2 semaines avec des bandages sur la moitié du visage. Quand on lui demandait, elle disait « accident de cuisine ». Une autre fois encore, à Las Vegas, Ike est rentré à 4 heures du matin avec 2 Ikettes dans le lit conjugal pendant que Tina dormait. Il l'a réveillée et lui a demandé de regarder. Elle s'est levée. Elle est descendue au bar de l'hôtel. Elle a commandé un café. Elle a attendu 6 heures du matin. Elle est remontée se laver. Elle a fait son maquillage de scène. Elle a chanté à 10 heures du soir comme si de rien n'était. Voilà la vie de Tina Turner pendant ces années où le monde croyait qu'elle était au sommet. Le sommet n'existait pas. Il n'y avait que la scène et la chambre, la scène et la chambre, et entre les deux les coups, le café brûlant, le sang dans la bouche, le silence des autres, et puis il y a 1973, le tournant invisible, la pianiste de la revue, une femme noire qui s'appelle Valerie Bishop, glisse à Tina un livre orange sur le bouddhisme japonais de la Soka Gakkai. Tina commence à réciter Nam-myoho Renge-kyo en cachette. Elle se cache dans la salle de bain de l'hôtel. Elle chante le mantra accroupie pendant 2 heures, 3 heures, parfois jusqu'à 5 heures. Elle dit qu'au bout de quelques mois, quelque chose change en elle. Elle commence à se voir de l'extérieur. Elle commence à comprendre qu'elle a une vie devant elle, et que cette vie ne doit pas appartenir à Ike. Elle ne sait pas encore comment partir, mais elle commence à savoir qu'elle partira. En 1975, première tentative. Tina avale une bouteille entière de Valium avant un concert à Los Angeles. Elle veut mourir. On l'emmène à l'hôpital. On lui fait un lavage d'estomac. Elle revient sur scène. Le lendemain soir, Ike la frappe parce qu'il a fallu rembourser des billets. Il lui dit textuellement « La prochaine fois, prends quelque chose qui marche pour de bon. » Voilà la sympathie matrimoniale. Le 1er juillet 1976, la revue prend un avion privé de Los Angeles vers Dallas. Le premier concert d'une nouvelle tournée doit avoir lieu le 4 juillet, jour de l'indépendance américaine, ironie de l'histoire, au Dallas Statler Hilton. Pendant le vol, Tina porte une robe blanche neuve. Ike lui propose une barre chocolatée qu'il vient d'acheter. Tina dit non. Ike insiste. Tina dit non encore. Ike écrase la barre chocolatée fondue sur la robe blanche et se met à la frapper au visage dans l'avion devant tout le monde. Du sang gicle, sur la robe Yves Saint-Laurent, personne ne bouge. Les musiciens regardent par le hublot, les Ikettes regardent leurs ongles. C'est un samedi matin et personne ne lève le petit doigt. L'avion atterrit à Dallas, limousine vers le Statler Hilton. Ike s'endort dans la chambre, abruti par la cocaïne et la fatigue. Tina attend. Tina écoute la respiration. Tina récite Nam-myoho Renge-kyo en silence dans sa tête. Et à 22 heures du soir, elle sort de la chambre sans valise, sans manteau, sans rien.
Elle prend l'ascenseur. Elle traverse la rue en courant à pied, les pieds nus, dans une cape blanche déchirée et une robe sale. Et elle traverse une bretelle d'autoroute vraiment dangereuse pour rejoindre le Ramada Inn de l'autre côté. C'est là qu'elle arrive avec ses 36 ans et sa carte mobile. C'est là que le gérant noir l'accueille et lui donne une chambre. Elle reste cachée 3 jours dans cet hôtel. Elle pleure. Elle récite Nam-myoho Renge-kyo à voix haute pour la première fois de sa vie. Elle appelle un avocat à Los Angeles. Elle prend un vol commercial sous un faux nom. Elle rentre à Los Angeles chez une amie costumière. Et le 27 juillet 1976, elle dépose officiellement la procédure de divorce. Le divorce dure 2 ans. Pendant ces 2 ans, Tina vit chez des amis. Elle dort sur des canapés. Elle change d'adresse toutes les semaines parce qu'Ike envoie des hommes la chercher. Une fois, Ike fait tirer des coups de feu sur la maison où elle dort. Elle se cache sous le lit avec son fils Ronnie. La police vient. Ike a des avocats puissants. Rien ne se passe. Tina survit en chantant dans des cabarets minables, des Holiday Inn de banlieue, des soirées d'entreprise. Elle accepte aussi un rôle dans Tommy, le film des Who en 1975. Elle avait tourné déjà, mais ça ne paye pas ses factures. En 1978, le divorce est prononcé. Tina, suivant les conseils de sa propre conscience et un peu son avocat, demande une seule chose. Elle veut garder son nom de scène, Tina Turner. Elle laisse à Ike tout le reste. Les studios Bolix Sound, qui valent à l'époque $1 million, les voitures, 9 voitures dont une Jaguar et 3 Cadillac, la maison de Los Angeles à View Park, les masters des chansons, les royalties, tout. Ike accepte avec mépris en disant que ce nom-là sans lui ne vaut rien. Tina ressort du tribunal à 38 ans, avec 2 valises de vêtements de scène, son nom de scène, et environ $200 000 de dettes accumulées par les concerts annulés pendant le divorce. Pendant des années, elle va rembourser les promoteurs en chantant à perte. Elle vit dans un appartement loué à Sherman Oaks. Elle paye le loyer en chantant des reprises de Beatles dans les Holiday Inn. Elle fait la queue pour récupérer des bons alimentaires une fois en 1979. Voilà où en est la plus grande chanteuse rock'n'roll américaine en 1979. C'est à ce moment-là, fin 1979, début 1980, qu'un manager australien arrive dans sa loge après un concert au Fairmont Hotel de San Francisco. Il s'appelle Roger Davies. Il a déjà managé Olivia Newton-John. Il vient de voir le show. Il est sidéré. Il dit à Tina « Je veux te faire revenir au sommet et je sais comment ». Tina le regarde et elle accepte. Roger Davies va devenir l'architecte de la résurrection. Premier acte, il l'envoie à Londres en 1981 ouvrir pour les Rolling Stones lors de leur tournée mondiale. Mick Jagger, qui n'a pas oublié, accepte. Tina ouvre devant 50 000 personnes par soir pendant 3 mois. Le public britannique tombe à ses pieds. Deuxième acte, en 1983, elle enregistre une reprise d'une chanson d'Al Green, Let's Stay Together, à Londres, avec 2 producteurs anglais inconnus. Le single est numéro 6 au Royaume-Uni. Capitol Records aux États-Unis ne veut toujours pas signer Tina. Trop vieille, ils disent. 43 ans, c'est trop vieux pour le rock. Roger Davies se bagarre. Il finit par obtenir un contrat à Londres avec EMI Royaume-Uni. Et c'est à Londres, en 15 jours, dans un studio bon marché de Wapping, que Tina enregistre l'album qui va tout changer, Private Dancer. L'album sort en mai 1984. Tina a 44 ans. Le single What's Love Got to Do With It sort en juin. 3 mois plus tard, il est numéro 1 aux États-Unis. Tina Turner devient à 45 ans, du jamais vu dans l'histoire de la musique populaire américaine, la star numéro 1 au box-office mondial. Private Dancer vendra plus de 20 millions d'exemplaires. 4 Grammys en février 1985. Meilleure chanson de l'année, meilleur enregistrement, meilleure interprétation vocale féminine pop, meilleure performance vocale rock féminine, une avalanche. Tina monte sur la scène du Shrine Auditorium, elle a remplacé en 4 ans les Holiday Inn par les Grammys, et elle remercie Roger Davies, sa mère Zelma qui ne l'avait pas voulu, et personne d'autre. Le nom Ike Turner n'est pas prononcé. Il ne le sera plus jamais en sa présence. Et puis il y a Live Aid, le 13 juillet 1985,
au stade JFK de Philadelphie. Bob Geldof a organisé le concert mondial pour la famine en Éthiopie. 2 milliards de personnes regardent à la télévision. Mick Jagger doit chanter en duo avec Tina Turner. Sur scène, Mick fait quelque chose qu'il n'a jamais fait avec aucune autre artiste de sa vie. Pendant qu'il chante State of Shock et It's Only Rock and Roll, Mick Jagger arrache la jupe de Tina sur scène devant 2 milliards de spectateurs. Tina reste en collant noir. Elle ne s'arrête pas de chanter. Elle continue à danser. Geldof racontera plus tard qu'il a cru que c'était fini, qu'il y aurait scandale, et puis il a vu Tina rire et continuer comme si la chose était prévue depuis le début. Voilà l'instinct. Voilà le métier de scène appris pendant 20 ans avec Ike. Rien ne pouvait plus la déstabiliser. Elle était devenue invincible. L'année suivante, en mars 1988, Tina remplit le stade de Maracana à Rio de Janeiro avec 185 000 personnes payantes. C'est le record mondial du plus gros concert payant pour une artiste solo. Le record tient encore, presque aujourd'hui, dans le livre Guinness. Elle remplit 12 fois le stade de Wembley à Londres entre 1985 et 2000. Elle remplit 8 fois Bercy à Paris. Elle vend des billets à Berlin, à Tokyo, à Sydney, à Buenos Aires. Le monde l'aime comme on aime peu d'artistes dans une vie. Et c'est exactement à ce moment-là, en février 1985, qu'Erwin Bach entre dans sa vie. Tina arrive à l'aéroport de Düsseldorf pour la promotion européenne de Private Dancer. EMI Allemagne envoie son producteur, Erwin Bach, 29 ans, blond, allemand de Cologne, fan de musique noire, depuis l'adolescence. Il l'attend avec une pancarte. Tina descend de l'avion, le voit, et écrira plus tard dans Happiness Becomes You, ses mémoires de 2020 que ses oreilles ont littéralement carillonné comme dans un dessin animé. Elle a 45 ans, lui 29, 6 ans d'écart exactement, le même chiffre que les 16 années avec Ike, comme un signe inversé. Il l'emmène à son hôtel, ils discutent sur la route. Erwin parle bien anglais. Erwin n'est pas impressionné par la star. Erwin a des opinions sur la musique allemande contemporaine. Tina n'a jamais rencontré quelqu'un qui lui parle comme à une égale. Ils deviennent amants en 1986. Erwin emménage avec elle, mais Tina refuse de l'épouser. Elle a peur du mariage, peur des contrats officiels, peur de tout ce qui ressemble à ce qu'elle a fui. Elle dit à Erwin, « Si tu veux partir, tu pars. Pas de papier qui te retient, pas de promesse écrite. » Erwin accepte. Erwin attendra 27 ans en silence. Tina lui donnera plus tard une bague en 1989, mais sans cérémonie, juste pour qu'il sache. Et ils vont vivre ensemble, entre Londres, Los Angeles et finalement la Suisse. Pourquoi la Suisse? Parce qu'Erwin avait déménagé là-bas pour son travail chez EMI Continental en 1994 et qu'ils ont visité ensemble un château au bord du lac de Zurich, le château algonquin à Kusnacht, et Tina est tombée amoureuse du paysage. Elle a écrit le chèque le jour même. À partir de 1995, Tina vit principalement à Kusnacht, un village de 8000 habitants juste à côté de Zurich, sur la rivée du lac, où Carl Gustav Jung avait son cabinet psychanalytique. Un village calme, propre, riche, où personne ne la regarde dans la rue. Elle peut aller au marché, elle peut promener ses chiens, elle peut s'asseoir à une terrasse. Personne ne lui demande d'autographe. Les Suisses ont cette qualité de discrétion presque excessive. Tina respire, pour la première fois, depuis 1958. Et il faut que tu imagines cette femme Micheline dans les rues de Kusnacht le matin, avec un chapeau de paille, un panier en osier, qui va acheter du pain dans la boulangerie du village. Les commerçants la reconnaissent évidemment. Mais en Suisse, on ne dérange pas. On dit Grusy avec un hochement de tête, on fait son ticket, on rend la monnaie, on ne pose pas de questions. Tina avait dit dans une interview à un journal allemand en 2005 que la première fois où elle avait pleuré de bonheur dans sa vie, c'était un matin à Kusnacht en achetant du fromage de chèvre parce qu'aucun client ne s'était retourné. Personne. Elle pesait 2 fois le poids d'une chèvre, elle avait acheté son fromage, elle était sortie, et personne ne l'avait reconnue ou personne n'avait fait semblant de la reconnaître, ce qui revient au même quand on a passé 50 ans à être un objet pour les autres.
Voilà la richesse suisse pour Tina. Pas le château, pas le lac, le silence des autres, la paix. Elle continue à enregistrer pendant les années 90. Foreign Affair en 1989. Le single The Best devient l'hymne sportif mondial qu'on entend encore dans les stades de football aujourd'hui. Wildest Dreams en 1996. 24/7 en 1999. Puis elle annonce sa retraite après une dernière tournée mondiale en 2000 qui rapporte presque 100 millions de dollars. Mais elle revient en 2008 pour une tournée d'adieu officielle pour ses 50 ans de carrière, 30 concerts en Europe et en Amérique, 3 millions de billets vendus, et après ça, plus rien. Plus de tournée, plus d'enregistrement. Tina prend sa vraie retraite à 69 ans dans son château au bord du lac avec Erwin et ses bouddhas dorés. En 2013, deux choses arrivent ensemble. Elle épouse Erwin le 20 et 1 juillet 2013 dans une cérémonie civile au bord du lac de Zurich en présence d'Oprah Winfrey, de Bryan Adams et d'une centaine d'amis. Robe verte, Giorgio Armani. Tina a 73 ans. Erwin, 57. Ils étaient ensemble depuis 27 ans. Pourquoi maintenant ? Parce qu'elle se sentait prête. Parce qu'Ike était mort en 2007 et qu'elle ne voulait plus aucun homme entre elle et Erwin, même mort. Et la deuxième chose, le 23 octobre 2013, 3 mois après le mariage, elle prend rendez-vous au consulat des États-Unis à Berne et elle renonce officiellement à sa nationalité américaine. Elle devient citoyenne suisse par le mariage avec Erwin. Pourquoi ? Officiellement, raison fiscale. Mais ses amis savent. Tina ne voulait plus rien devoir aux États-Unis. Elle ne voulait plus payer d'impôts à un pays qui avait laissé Ike Turner libre pendant 16 ans. Elle ne voulait plus que son passeport porte les couleurs d'un drapeau qui n'avait pas su la protéger. Elle voulait être suisse. Elle l'a été pendant ces 10 dernières années. 3 semaines après son mariage, Tina fait un AVC à la maison à Kusnacht. Léger, mais réel. Le côté gauche du corps paralysé pendant 2 semaines. Elle réapprend à marcher. Elle ne le dit à personne sauf à son fils Ronnie. La presse n'est pas informée. En 2014, on diagnostique une hypertension chronique très avancée qu'elle traînait depuis les années 80 et qu'elle avait toujours refusé de soigner sérieusement parce qu'elle préférait l'homéopathie aux médicaments. Erreur. En 2016, on lui découvre un cancer de l'intestin. Opération. Chimio courte. Rémission. En 2017, ses reins, attaqués depuis des années par les médicaments contre l'hypertension, lâchent à leur tour. Insuffisance rénale terminale. Elle commence la dialyse. Elle perd 10 kilos en 2 mois. Elle ne pèse plus que 49 kilos. Elle ne marche plus seule. Elle s'effondre sur le canapé. Et c'est là, au plus bas, qu'elle confie à Erwin qu'elle envisage sérieusement de prendre rendez-vous chez Exit, l'association suisse d'aide à la fin de vie. Erwin écoute. Erwin ne dit rien. Erwin disparaît 3 jours. Au bout des 3 jours, Erwin revient avec un dossier médical complet. Il est compatible. Son rein peut être greffé. Il a déjà pris rendez-vous à l'hôpital privé de Zurich. Il opérera dans 2 semaines. Tina pleure. Tina dit non. Tina dit qu'elle ne veut pas qu'il prenne ce risque. Erwin lui dit textuellement, racontera-t-elle dans son livre My Love Story, Donner mon rein, c'était la chose la plus simple que j'ai jamais eu à décider de toute ma vie. Donner mon rein, c'était lui dire qu'elle n'avait pas à choisir entre vivre et m'avoir. Elle pouvait avoir les deux. L'opération a lieu le 7 avril 2017. 6 heures de chirurgie. Tina a 77 ans. Erwin, 61. Il se réveille dans 2 chambres voisines. Tina récupère lentement. Erwin marche au bout de 3 jours. Le rein s'adapte. Tina reprend du poids. Au bout de 6 mois, elle marche dans le parc avec ses chiens. Au bout d'1 an, elle voyage à nouveau avec Erwin en Italie, en Allemagne, en France. Le rein de l'amour, dira-t-elle, lui a donné 6 années de plus. 6 années de plus avec Erwin. 6 années de plus à regarder le lac de Zurich le matin avec une tasse de thé. 6 années de plus de bouddhisme et de promenade. Mais ces 6 années ne sont pas seulement heureuses. En juillet 2018, son fils Craig, le premier, celui qu'elle avait eu à 10 à 8 ans avec Raymond Hill, se suicide d'une balle dans la tête à Studio City, Californie. Il a 59 ans.
Il était agent immobilier, il vivait seul. Il avait toujours dit à sa mère qu'il était dépressif depuis l'enfance, qu'il n'avait jamais réussi à supporter le départ de sa mère du foyer Dick en 1976, qu'il avait grandi avec un sentiment d'abandon, malgré tout l'amour qu'elle avait essayé de lui donner après. Tina apprend la nouvelle par téléphone. Elle prend un vol pour Los Angeles. Elle organise les funérailles. Elle disperse les cendres de Craig dans l'océan Pacifique au large de Malibu. Elle rentre en Suisse. Elle ne dort pas pendant un mois. Elle écrit dans son journal qu'elle aurait dû insister pour qu'il vienne s'installer en Suisse avec elle. Elle n'arrive pas à se le pardonner. Et puis en décembre 2022, son deuxième fils Ronnie, celui qu'elle avait eu avec Ike en 1960, meurt d'un cancer du côlon à 62 ans à Los Angeles. Tina prend la nouvelle. Tina est à Kusnacht. Elle ne peut plus voyager. Elle est trop faible. Elle envoie Erwin représenter la famille. Elle pleure pendant des semaines. Ronnie, c'était le dernier lien avec Ike, le dernier témoin de cette époque. Ronnie était devenu musicien lui aussi, bassiste. Il avait essayé de jouer dans la troupe de sa mère un temps. Ça n'avait pas marché. Il avait eu des problèmes de drogue, des problèmes d'argent, des problèmes de santé. Tina lui avait toujours envoyé de l'argent, lui avait toujours payé les médecins, et Ronnie était mort tout de même, à 6000 miles de sa mère. Elle l'a appris par téléphone, et elle a dit à Erwin qu'elle ne voulait plus voir personne. Elle s'est enfermée dans sa chambre pendant une semaine. 5 mois plus tard, elle aussi va partir. Le 24 mai 2023, après une longue maladie qu'elle avait soigneusement cachée au public, Tina meurt à Kusnacht à 83 ans. Erwin est à côté d'elle. Sa belle-fille Annette aussi. Le médecin suisse aussi. Elle s'éteint paisiblement, dit le communiqué officiel. Le monde apprend la nouvelle à 10 à 8 heures, heure de Genève. Mick Jagger pleure publiquement et dit que sans Tina Turner, il n'aurait jamais existé sur scène. Beyoncé écrit qu'elle perd sa mère artistique. Oprah écrit qu'elle perd sa meilleure amie. Le président Biden envoie un message officiel depuis la Maison-Blanche pour cette femme qui n'était même plus américaine. Et, à Nutbush, Tennessee, dans le village où elle est née dans une cabane sans eau courante, les habitants se rassemblent devant l'église Spring Hill Baptiste pour chanter Nutbush City Limits ensemble jusqu'à minuit. Les funérailles ont lieu en privé sur les rives du lac de Zurich. Pas de cérémonie publique, pas de presse. Erwin a respecté le souhait de Tina. Sa dépouille est incinérée. Ses cendres sont dispersées dans le lac de Zurich où elle aimait nager le matin. Voilà la fin d'Anna Mae Bullock du comté de Haywood, Tennessee. Une fille qui n'avait pas été désirée à sa naissance, qui avait été abandonnée par sa mère à 11 ans, qui avait été torturée par son mari pendant 16 ans, qui s'était relevée à 45 ans avec un disque enregistré à Londres en 15 jours, qui avait trouvé l'amour à la cinquantaine, qui était devenue suisse à 73 ans, et qui s'est éteinte à 83 ans dans un château au bord d'un lac, avec un mari allemand qui lui avait donné un de ses reins. Maintenant, Micheline, voilà ce que je voulais te dire ce soir. Pas seulement le récit, parce que le récit, on le trouve partout, dans le film What's Love Got to Do With It de 1993 avec Angela Bassett qui interprète Tina, dans le documentaire HBO sorti en 2021 où Tina elle-même fait ses adieux à la presse en disant « Je vous ai tout dit, je veux que vous me laissiez mourir tranquille », dans la comédie musicale Tina Broadway et West End qui tourne encore aujourd'hui dans les théâtres du monde. Le récit, on le connaît. Ce que je veux te dire, c'est ce qu'il y a derrière. Tina Turner avait un talent vocal et physique qui n'arrive sur Terre que tous les 100 ans. Elle aurait pu devenir une légende sans Ike Turner. Elle est devenue une légende malgré Ike Turner. Et la vraie tragédie, ce n'est pas qu'Ike l'ait battue pendant 16 ans. La vraie tragédie, c'est que pendant ces 16 ans, le monde du show business américain savait. Phil Spector savait. Mick Jagger savait. Elvis Presley, qui leur faisait passer le bonjour dans les coulisses de Las Vegas, savait. Les producteurs savaient parce qu'ils voyaient les bleus sous le maquillage. Les Ikettes savaient. Les chauffeurs des bus de tournée savaient. Les costumières savaient. Et personne, mais personne, n'a appelé la police. Pas une seule fois en 16 ans. Parce qu'on était dans les années 60 et 70. Parce qu'Ike était une star. Parce qu'Ike était noir et qu'on n'allait pas se mêler des affaires de famille des noirs. Parce que Tina rapportait de l'argent
et qu'elle continuait à monter sur scène, et parce que personne ne voulait perdre son contrat. Voilà la vraie histoire. Tina Turner est sortie seule, avec 36 sens et sa carte mobile, sans aucune aide d'aucun adulte de cette industrie, sans aucune assistance de cette Amérique des années 70 qui prétendait avoir libéré les femmes par le Civil Rights Act et le mouvement féministe. Elle est sortie seule, avec un mantra japonais récité dans la salle de bain. Voilà sa vraie résurrection. Et quand elle a renoncé à sa nationalité américaine en 2013, elle n'a pas seulement signé un papier pour des raisons fiscales comme l'ont écrit certains journaux. Elle a fait quelque chose de beaucoup plus radical. Elle a dit à l'Amérique « Tu m'as eu pendant 36 ans, tu m'as utilisé, tu m'as ignoré quand je saignais, tu m'as récupéré quand j'ai eu un Grammy, et maintenant je te rends ton drapeau. Je veux mourir suisse. Je veux mourir avec un nom allemand sur ma boîte aux lettres. Je veux mourir à 6000 miles de Nutbush et de Saint-Louis et de Los Angeles. Je veux mourir au bord d'un lac qui ne m'a jamais vu pleurer. » Voilà le geste politique de Tina Turner, et personne en Amérique n'en a vraiment parlé parce que c'était trop dur à entendre. Une dernière chose, Micheline, avant que je te laisse aller dormir, je t'ai dit au début 4 promesses. L'argent, le bouddhisme, Erwin, le Rhin. Tu te souviens? Mais il y avait une 5e chose que je n'ai pas annoncée parce que je voulais te la garder pour la fin. C'est ce qu'a dit Erwin Bach à la presse suisse 3 jours après la mort de Tina, dans une seule interview qu'il a accordée à un journal alémanique de Zurich. On lui a demandé comment il allait survivre. Il a répondu une phrase courte. Il a dit « Ma femme m'a appris pendant 38 ans qu'on peut perdre absolument tout, ses parents, ses enfants, son nom, sa santé, sa nationalité, son corps, et continuer à se lever le matin pour faire du thé. C'est la seule leçon de Tina. C'est la seule leçon dont j'ai besoin. » Voilà ce qu'a dit Erwin Bach. Voilà la vraie phrase qu'il faut retenir de cette femme. Si tu as des filles, si tu as des nièces, si tu as des petites filles qui sont en âge d'écouter, raconte-leur Tina Turner, pas la chanteuse en jupe à franges qui chante Proud Mary sur les vidéos YouTube. Raconte-leur Anna Mae Bullock de Nutbush, qui est partie un soir de juillet à Dallas avec 36 cents en poche, parce qu'elle avait décidé qu'elle valait plus que ça. Raconte-leur que la chose la plus précieuse qu'on possède dans la vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la maison, ce n'est pas même le nom qu'on porte sur ses papiers, c'est la décision intérieure qu'on prend un jour de ne plus accepter. Tina a pris cette décision le 4 juillet 1976 à 22 heures du soir dans une chambre d'hôtel du Statler Hilton de Dallas. Tout ce qui est venu après, les Grammys, le château suisse, le Rhin d'Erwin, la mort paisible au bord du lac de Zurich, tout ça n'est que la conséquence de cette décision. C'est la décision qui a tout fait, c'est la décision qui change une vie. Quand tu éteindras ton téléphone tout à l'heure pour aller dormir, si tu en as le courage, tape sur YouTube le titre Nutbush City Limits, la version en concert de 1973, celle où Tina porte une mini-robe argentée et où elle danse avec les Iquettes. Regarde-la. Elle a 33 ans sur cette vidéo. Elle est encore mariée à Ike. Elle vit encore dans la maison de Los Angeles. Ike la frappe encore tous les jours. Et elle, sur cette scène, elle chante les paroles d'une chanson qu'elle a écrite elle-même sur le village où elle est née. Un village d'une église, un magasin, un drugstore. Une église, un magasin, un drugstore. Et elle sait à ce moment-là, sur cette scène, en chantant ces paroles, qu'elle n'est qu'à 3 ans de la liberté. Elle ne le sait pas encore consciemment, mais quelque part en elle, le mantra commence à monter. Nam Myoho Renge Kyo. Et 3 ans plus tard, elle traversera la rue de Dallas en cape blanche déchirée pour ne plus jamais revenir. Voilà l'histoire que je voulais te raconter, Micheline. L'histoire d'une vie luxueuse, oui, le château suisse à 76 millions, les robes Armani, les Grammy, les jets privés, mais une vie luxueuse qui a été achetée au prix de 16 années de coups, de 16 années de café brûlant, de 16 années de dents cassées avant les concerts, de 16 années à réciter un mantra dans la salle de bain pour ne pas devenir folle. Voilà combien coûte une vie luxueuse quand on a commencé sa vie dans une cabane sans eau courante à Nutbush, Tennessee, fille d'un métayer noir et d'une mère qui n'avait pas voulu de vous. Tina Turner a payé le prix entier. Et elle l'a payé jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier souffle,
le 24 mai 2023 à Kusnacht, dans les bras de l'Allemand, qui lui avait donné un de ses reins 6 ans plus tôt, parce que c'était la chose la plus simple qu'il ait jamais eu à décider de sa vie. Voilà l'amour Micheline, pour de vrai, pas le show, pas Hic, pas la scène. L'amour silencieux d'un Allemand au bord d'un lac suisse, qui dit à une femme noire de notre bouche « Oui, prends mon rein, prends mes années, prends mon nom, prends tout ce que tu veux, et reste avec moi un peu plus longtemps. » Voilà ce qu'aurait dû être l'amour dès le début. Elle a mis 50 ans à le rencontrer. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais quand on pense à la jeune Anna May, de 10 à 7 ans, qui montait sur scène au Manhattan Club de Saint-Louis en 1957, on se dit que c'est aussi 50 ans de trop avant l'amour, 50 ans de souffrance avant la paix, 50 ans de coups avant les caresses. Voilà le coup d'une vie luxueuse de Tina Turner. Bon, va dormir Micheline. Mais avant, écoute la chanson. Et si l'histoire t'a touché, partage-la à ta sœur, à ton amie Colette, à ta fille. Parce que des Anna May, il y en a encore aujourd'hui dans toutes les rues de toutes les villes du monde, qui pleurent dans des salles de bain en récitant n'importe quoi pour tenir et qui attendent qu'une voix leur dise « Tu peux partir, tu peux le faire, tu vaux plus que ça ». Tina leur a montré le chemin. C'est aussi pour ça qu'elle est devenue immortelle. Pas seulement pour les Grammys, pour le geste de cette nuit-là à Dallas, pour la traversée de la rue avec 36 ans dans la main. Bonne nuit Micheline. À bientôt.